Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, ça va être une session costaud parce que du coup, là, on va traiter d'un sujet bien large. Donc, les fonctions en général. Donc, bon, c'est une grosse partie en terminale. Donc, forcément, ce sera une grosse partie au bac. Donc, il faut vraiment l'apprendre morceau par morceau pour être sûr de bien maîtriser chaque partie. Donc, bah écoutez, moi, aujourd'hui, c'est ça que je vous propose. On va déjà commencer par ça. On va se faire un récap global, à peu près, de tout ce qu'il y a à peu près à savoir au bac sur les fonctions, comment c'est segmenté. Alors, on restera vague. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les questions, mais on va le voir. Ça permettra de cibler ses forces, ses faiblesses. Sur quoi faut plus travailler, sur quoi faut moins travailler, par exemple. Voilà, puis on fera du coup comme prévu un focus un peu particulier sur le théorème des valeurs intermédiaires et le corollaire. Voilà, parce que c'est le thème du jour. On verra aussi un peu de tout, hein. On fera un peu de limite, un peu de dérivés, un peu de convexité. Voilà, ça permettra de revoir un peu tout, mais on appuiera les explications sur le TVI. Ok, ben alors, je vous propose de déjà commencer. Donc pareil, hein, comme d'hab, dès que vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous mettez dans le chat et je tâcherai d'y répondre. Là, le but, c'est qu'on le fasse une fois, ce genre d'exercice, là, cette espèce de carte mentale, pour que, pour que voilà, tout soit clair une bonne fois pour toutes, et, euh, et après, normalement, vous pourrez vous situer un peu mieux. Alors déjà, commençons par la base, les fonctions. Alors c'est un mot que vous voyez tout le temps maintenant, mais ça veut dire, c'est quoi en fait ce qu'on fait? Ben, en fait, c'est un outil pour modéliser et étudier l'évolution d'une donnée. Étudier l'évolution d'une donnée. Alors c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête et ça va vous permettre de comprendre pourquoi on fait telle et telle analyse, pourquoi on calcule une dérivée, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. En fait, c'est que les fonctions, c'est un outil, on appelle ça un modèle continu, ok, par opposition aux suites, par exemple, où c'est un modèle discret. Voilà, bon, bah, c'est une façon de modéliser le monde, ok, de traduire en langage mathématique un phénomène observable. Et le fait de le traduire avec tous les outils des maths, on va pouvoir du coup analyser ce phénomène, cette donnée, comment elle évolue, euh, pour pouvoir prendre des décisions, disons. En finance, prendre des décisions sur des achats, sur des ventes, etc. En, en sciences, pour prendre des décisions, pour mieux connaître le monde. Voilà comment on peut construire des nouvelles choses à partir de ce qu'on observe. Alors, du coup, pour étudier l'évolution d'une donnée, on va aller regarder, voilà, imaginez que c'est une donnée quelconque. Ça peut être l'évolution d'une température, par exemple, l'évolution d'une quantité d'essence, l'évolution de ce que vous voulez, d'une population. Ce qu'on va déjà regarder, c'est son domaine de définition. Alors ça, la plupart du temps, on vous le donne, mais au bac, hein, disons, on vous le donne. Mais l'idée derrière, c'est c'est de spécifier le domaine d'étude. On va regarder notre donnée sur quel domaine. C'est-à-dire, euh, si on vend par exemple des t-shirts, on va regarder combien de t-shirts on peut vendre. Si on regarde la température, eh le domaine de définition, si ça varie en fonction de la température, on va dire que ça peut aller de moins 273 à je ne sais pas combien, à 5000 disons, degrés. Voilà, le but de ça, c'est cibler l'étude. Alors nous, quand on est en étude théorique, ce qu'on va faire là, dans cette séance, ce qu'on fait la plupart du temps, le domaine de définition, il est théorique. Okay, et une fois qu'on s'applique un problème, alors on définit le domaine de définition
comme étant une portion du domaine total théorique. Ok? Alors, du coup, toutes ces valeurs-là, c'est toutes les valeurs qu'on peut rentrer dans la fonction pour calculer la donnée. Du coup, par opposition, ça va être, on va sélectionner et dire toutes les valeurs qu'on ne veut pas. Et en particulier, ça va nous emmener à étudier des limites. Parce que au bord, aux bornes, on dit même, du domaine de définition, on va aller regarder ce qui se passe. Et ça va être tout ce qui est l'étude de limites et du coup de continuité. Ok? Ensuite, on va regarder un truc hyper important, c'est les variations. Bah oui, imaginez que si on étudie une donnée, on a envie de voir si elle augmente, si elle diminue, si elle atteint un maximum, un minimum. Tout ça, c'est juste fondamental quand on étudie quelque chose. Imaginez, vous étudiez une donnée, si c'est de l'argent, vous avez envie de savoir si ça augmente ou si ça diminue. Forcément. Du coup, pour ça, on va utiliser, il y a d'autres techniques selon les cas, mais nous, la technique principale qu'on utilise, c'est la dérivation. Okay? Ça va nous permettre de connaître les variations et les extrémums, les extrémas. De la dérivation, on va pouvoir nous poser des questions sur la tangente. Parce que du coup, la tangente et la dérivée, c'est directement lié. Parce que la dérivée, ça correspond à la pente de la tangente en un point. Donc, c'est directement lié. Ensuite, on pourra nous faire étudier la convexité. On y reviendra. On pourra nous faire étudier à partir des dérivées des problèmes d'optimisation. Optimisation, ça veut dire chercher un maximum, chercher un minimum. Ok? C'est chercher l'extréma. Donc ça, c'est des exos du type trouver une distance minimale. Ou un bénéfice max. Dans les problèmes, c'est souvent ça qui ressort. Ok? Voilà à peu près pour les variations. Ensuite, on peut s'intéresser également à son signe. Mais encore une fois, si la donnée qu'on étudie, c'est de l'argent, si on le considère positif, c'est qu'on en gagne. S'il est négatif, c'est qu'on en perd. Donc le signe est très important. Et ça va nous donner tout ce qui est une équation, en question. Hein. On va nous demander les positions relatives. Ok. Donc ça, c'est des questions type. Position relative, c'est hyper intéressant dans le cas de trajectoire. On a envie de savoir deux trajectoires où elles sont l'une par rapport à l'autre. Imaginez un satellite qu'on fait décoller dans une fusée. Il y a toute une armada de satellites en orbite. Voilà, il faut étudier les positions relatives des deux satellites, celui qu'on envoie et ceux qui sont déjà en orbite. Donc en gros, on va faire des comparaisons. Voilà, on va comparer les trajectoires, par exemple. Et après, il peut y avoir les valeurs particulières qu'on peut nous demander. Des valeurs particulières, alors ça, ce serait typiquement les images antécédents que vous avez vues il y a un certain temps. Et les images des antécédents, surtout les antécédents, finalement, c'est des équations qu'on cherche à résoudre à chaque fois. Et les équations, du coup, il faut être sûr qu'il y ait une solution avant de la chercher. Et du coup, on utilisera le TVI à ce moment-là. En particulier, une valeur qui nous intéresse beaucoup, c'est à chaque fois que la fonction s'annule. Quand la fonction vaut 0. Ça, c'est un point extrêmement particulier pour une fonction. Quand on passe 0, il se passe quelque chose en général. Okay? Donc vous avez vu, par exemple, la dérivée, quand elle vaut 0, c'est un échange de signes. Ça indique un extrémum. La dérivée seconde, quand elle vaut 0 et change de signe, il y a un point d'inflexion. Donc du coup, quand elle vaut 0, ça signifie plein de choses. Okay? Ensuite, on peut vous faire étudier également d'autres caractéristiques dépendant des fonctions. Par exemple, avec les fonctions trigo, ce qu'on regarde particulièrement, c'est la parité, donc si elles sont paires ou impaires, et la périodicité. Voilà à peu près les questions qu'on peut vous poser. Donc ça, c'est essentiellement avec les fonctions trigo. C'est pour ça que je le mets un peu à part. C'est pas que pour les fonctions trigo, mais vu que les fonctions trigo le sont, elles ont une parité définie et elles sont de pi périodiques. Donc, on va beaucoup utiliser ce genre de truc là-bas. Ok ?
Et donc, évidemment, tout est connecté. La parité, la périodicité, vous le reverrez pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Du coup, c'est directement lié au domaine de définition. On va pouvoir réduire le domaine de définition. Alors, il me reste un truc que je n'ai pas mentionné. Une fois qu'on parle de dérivée, bah, du coup, on sait qu'on peut faire le contraire maintenant, entre guillemets. Donc, calculer une primitive, revenir en arrière. Et donc, tout ça, ça va nous ouvrir un champ de possibilités, notamment avec les équadifs qui vont permettre de modéliser encore plus de phénomènes et le calcul intégral. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce sera l'objet du live de demain. Mais voilà à peu près tout ce qui peut nous concerner. Alors je vais quand même... ouais, je verrai plus tard. Voilà, donc en gros je dézoome un peu. Donc il y a le domaine de définition, les variations extrema, le signe et certaines valeurs particulières. Dans les cas particuliers de la trigo, surtout, parité, périodicité aussi. Et voilà à peu près comment va être décomposé un exercice. Voilà à peu près les différents liens qu'on pourrait nous faire travailler. Alors il y en a, c'est sûr qu'on va nous faire faire. C'est sûr. Les limites, les variations avec la dérivée, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Après, les exos, ça dépend. Des fois, ils nous feront un peu de convexité. Des fois, un peu de TVI, comme nous on verra. Des fois, ce sera des optimisations. Des fois, il y aura des tangentes. Des fois, il n'y en aura pas. Voilà. Après, il peut y avoir tout. C'est rare qu'il y ait tout. En particulier, ceux-là, c'est déjà un gros morceau. Donc, c'est peut-être dans un autre exo, souvent. C'est pas forcément dans l'exo de fonction telle quelle. Il y a un exo équadif ou un exo calcul intégral. Mais voilà à peu près tout ce que vous devez connaître au moment d'aller au bac. Alors évidemment, il y a toutes les fonctions de référence. Donc, toute cette analyse-là, en fait, on l'a fait à part dans des cours spécifiques pour chacune des fonctions élémentaires de référence, on dit. Donc, pour la fonction carré, pour la fonction cube, inverse, racine, ça c'était en seconde. En première, on a rajouté la fonction exponentielle, le trinôme, qui est finalement une combinaison d'une fonction carrée et d'une fonction affine. Donc, ça généralise tous les carrés, disons. Voilà, et puis cette année, on a vu le logarithme et les fonctions trigo, donc cosinus et sinus. Donc en fait, pour chacune d'entre elles, on a refait cette analyse. Si vous regardez vos cours sur chacune de ces fonctions de référence, on regarde le domaine de définition, les limites, si elle est continue ou non, comment, ses variations, son signe, les valeurs particulières, etc. Tout ça, on le regarde pour chacune des fonctions de base. Et on nous demande de le refaire sur des fonctions plus complexes. Ok ? Donc nous, là, aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser, du coup, au TVI. Donc à cette partie-là, on ne fera pas que ça, parce que forcément, dans un exo de fonction, on ne va pas nous faire que du TVI. Vu qu'on s'intéresse à tout ce domaine-là, il y a plein de questions possibles sur tout ça. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour y répondre. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, donc j'ai présélectionné une annale. Alors celle-là, c'est centre étranger... Centre étranger, juin 2024, c'était le sujet 2. Voilà. Donc, je commence par celui-là parce que il est relativement classique. Il revoit pas mal de trucs du domaine que je vous ai montré là. On y reviendra. Et il termine sur une question de TVI. Donc, c'est parfait par rapport à ce qu'on veut voir. Donc, on va faire rapidement les premières questions. Donc, on va le dire tranquille. On va faire rapidement les premières questions de 1 à 4. Voilà, on n'ira peut-être pas jusqu'au détail, mais on verra à peu près ce que ça donne. Ensuite, arrivé à la question 5, on fera un point court, entre guillemets. Un récap TVI. Okay, pour être sûr de bien comprendre. Donc, on fera une pause dans cet exo à la fin de la question 4 pour se préparer pour pouvoir faire la question 5 correctement. Ensuite, je vous ai prévu une autre annale où on utilise ce alpha-là. Vous voyez qu'ici, on nous demande juste une unique solution, comme d'hab, un encadrement de alpha, et c'est tout. Fini.
il y a pas mal d'exos où ils nous demandent d'utiliser alpha. Donc je vous montre juste, vous voyez là, il y a du alpha ici, il y a du alpha là, et c'est le même. Donc on va voir un exo comme ça en dernière partie. Ok, alors bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va le faire ensemble. Donc comme d'hab, hein, si vous voulez l'essayer tout seul, bah, n'hésitez pas à couper le son du live, essayez vous-même et jetez un œil de temps en temps. Et si vous voyez que vous n'avez pas la même chose que moi, ben, n'hésitez pas à remettre le son, essayer de comprendre. Et si vous avez un doute, bah, vous me posez la question et on y revient. Ok, alors, donc petite remarque déjà, bon ça vous le savez pas, hein, mais là c'est sur 6 points, donc ça veut dire que c'est déjà un gros exo, entre guillemets. En moyenne, ils sont plutôt à 5, mais là 6, ça veut dire que c'est, voilà, faut compter légèrement plus d'une heure pour ça. Si, voilà, on divise les 20 points sur les 4 heures, 6 points c'est légèrement plus d'une heure. Ça donne une petite référence. Ok, alors bah, on a une fonction f classique, voilà, qui est définie par exponentielle de x sur x-1. Alors, là, je vous montre tout de suite, on a un domaine de définition bien particulier là. C'est rare qu'on ait une majorité de négatifs. Donc ça, bah, faut pas hésiter à le mettre en évidence. Surlignez-le. Voilà. Ça veut dire en particulier que probablement, selon si on ne regarde pas la fonction, soit c'est que c'est pas défini ailleurs, c'est possible, soit que c'est plus compliqué de l'étudier sur toutes les possibilités, partout où elle est continue. Donc en particulier, celle-là, son vrai domaine de définition, son domaine de définition théorique, ça, c'est tous les nombres sauf 1. Donc ça se noterait R privé de 1. Parce que sinon, ça fait 1 moins 1, 0. Ça nous fait diviser par 0 et ça, on n'a pas le droit. C'est pour ça d'ailleurs que là, le crochet, il est ouvert. Donc, finalement, ils ont choisi de nous faire étudier que la partie gauche de la courbe. Okay, on la visualisera après, on la tracera pour bien voir ce que ça fait. Mais bon, ça c'est à noter parce que là, en l'occurrence, ça complique la vie si vous le faites sur le vrai domaine de définition. La partie de 1 à plus l'infini, elle est, voilà, on le verra, elle rajoute du taf, quoi. Donc là, faites bien attention. Allez, on continue. On admet que la fonction est dérivable. Donc, bon, ça c'est quasiment tout le temps le cas. Sinon, pas de dérivée, c'est pénible. Vu que tout tourne autour des dérivées presque. Et c'est sa courbe représentative. Bon, très classique. Ok, les premières questions. Donc, déterminer la limite. Donc là, si vous voyez, ils nous ont fixé le domaine de définition. Et direct, on commence par les limites. C'est vraiment le premier truc en général. On établit le cadre, en fait, de l'étude. Donc les limites, ici, je pense que de mémoire, elles ne sont pas trop compliquées. Donc là, la limite de cette fonction en 1, donc on imagine, alors il ne faut pas l'écrire, hein, mais c'est comme si on mettait un 1 à la place du x. Donc en haut, ça donne un nombre positif, pas de problème, un réel, ça donne e, donc à peu près 2,7. Et en bas, si on fait 1 moins 1 entre guillemets, ça fait 0. Donc, une division par 0, entre guillemets, ça fait l'infini. D'accord? Donc la limite de la fonction inverse en 0, pardon, c'est plus l'infini ou moins l'infini. Alors là, ça va être très important de ne pas se planter. Attention, ici, il va bien falloir calculer la limite en 1 moins. Ok? C'est hyper important ici, sinon ça peut tout changer. Alors, on va voir ça. Tac. Alors ici, du coup, la limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1, mais moins, parce que nous, on est sur l'intervalle moins l'infini 1. C'est-à-dire qu'on va arriver par la gauche, entre guillemets. On regarde que la portion gauche de la fonction. C'est-à-dire que du coup, on va arriver par la gauche, où soit on écrit 1 moins, soit on écrit x plus petit que 1. Ok? Pourquoi? Imaginez, si je fais 1 moins
un nombre plus petit que 1, donc 0,5 par exemple, moins 1. Donc on se rapproche de 1 en arrivant de la gauche. Donc 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, jusqu'à arriver à 1. Alors on n'arrivera jamais à 1 pile, mais on s'en rapproche. Donc en arrivant de la gauche, donc en grandissant. C'est-à-dire que là, j'arrive à 0,5 par exemple, et ça me donne quoi ça? Ça me fait 1 sur moins 0,5. Et donc ça, c'est un nombre négatif. Et c'est là que ça va être intéressant. Parce que si jamais on arrivait de la droite, donc par exemple de 1,5, donc je me mets là sur un axe, soit on arrive de là, de 0,5, 0,6, 0,7, ou soit on arrivait de là, de 1,5, 1,4, 1,3, etc. Donc nous, on est dans ce cas de figure-là, mais si on était là, donc avec 1 plus ici, dans ces cas-là, ça donnait plus 0,5, et donc un nombre positif. Et là, ben, du coup, ça change tout. Pourquoi? Parce que ça, du coup, ça va tendre vers un nombre très grand, très grand, mais du coup, positif ou négatif, ben, on a vu que ça va être tout le temps négatif. Okay? Nous, on est dans ce cas de figure là, celui que j'ai entouré. Donc, ce sera moins l'infini. Ok? Donc, ça, c'est hyper important. Attention à ne pas vous tromper. Je passe du temps, mais ça, vous vous trompez souvent sur ça. Donc, du coup, limite de f de x, quand x tend vers 1 moins, ou x plus petit que 1, du coup, par produit, ça, faut bien le dire, ça montre que vous êtes en pleine maîtrise. Par produit de limite, on a que ça tend vers 0. Vers plus l'infini, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Plus l'infini, moins l'infini. Hop, moins l'infini. Pourquoi? Parce que du coup, on aura cette fonction qui tend vers moins l'infini, fois exponentielle de 1, entre guillemets, qui est un nombre. L'infini fois un nombre, ça fait l'infini. Ok? Voilà. Ok, oui, si, c'est fini. Ah oui, non, il me semblait. Il y a l'interprétation graphique. Ok, alors l'interprétation graphique avec les limites, c'est toujours la même chose, c'est les asymptotes. Ça, c'est les asymptotes. Toujours. Les asymptotes, bah, on a une chance sur 2 parce que nous, on n'a pas d'asymptote oblique maintenant, c'est fini. Donc ce sera soit vertical, soit horizontal. Ok? Alors, pour ça, il suffit de le lire ici. Quand on regarde là, l'équation de l'asymptote, parce que l'asymptote c'est une droite, elle est là, entre guillemets. Ok? On a une asymptote, du coup, verticale d'équation x égale moins 1. Pardon. Ok? Ça veut dire que à x égale 1, on a une droite comme ça et que la fonction, elle va faire comme ça, a priori. Ok? Elle va plonger à moins l'infini et elle passera jamais de l'autre côté de 1 parce qu'on a dit qu'on s'intéressait qu'à ça. Ok? Et elle touchera jamais la valeur de la droite là. Elle va s'en rapprocher infiniment. Ok, super. Et du coup, ben, la limite en moins l'infini, donc là, il n'y a pas de problème non plus. Donc ça, c'est plutôt cool. On a des limites sans problème, entre guillemets. Donc en plus l'infini, donc ça c'est la question 2. En plus l'infini, la limite de exponentielle x en moins l'infini, je sais pas, j'ai dit plus peut-être, en moins l'infini, ça fait 0. Okay. Et la limite de 1 sur x moins 1, okay, en x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini moins 1 moins l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. Okay. Donc par produit, on se retrouve avec 0 fois 0. Alors attention, là je vais finir quand même. Attention à tous ceux qui vont parler de croissance comparée. Non, 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 non. Pas de croissance comparée. Pour qu'il y ait croissance comparée, il faut qu'il y ait une forme indéterminée. Okay. S'il n'y a pas de forme indéterminée, il n'y a pas de croissance comparée à évoquer. Ici, par produit, okay, parce que la fonction,
f, je peux l'écrire comme ça pour bien voir. Ok, c'est un produit. On peut le voir comme une division, comme un produit, comme on veut. Bon, moi, je l'ai fait comme un produit, on s'en fout, hein, c'est pareil. Et du coup, on a un truc qui tend vers 0 fois un truc qui tend vers 0. Du coup, ben, ça tend vers 0. 0 fois 0, ça fait 0. Pas de problème. Donc, du coup, il faudrait mettre par produit de limite, encore une fois, par produit de limite, ben, f tend vers lim de f. Quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Ok? Alors, je vous fais un petit rappel sur les les formes indéterminées, hein, juste pour que vous les ayez bien en tête. Fonction limite là. Les formes indéterminées, c'est celle-ci. Ok? Donc voilà, celles-là, il faut bien les connaître. Celle avec la multiplication qui ne marche pas, c'est 0 fois l'infini. Parce qu'on ne sait pas si ça va plus vite vers l'infini ou plus vite vers 0. Okay? N'hésitez pas, avec les infinis et les zéros, à utiliser des puissances de 10 pour voir. Vous essayez pour 0, 10 puissance moins 20, par exemple, moins 50, ce que vous voulez. Et l'infini, 10 puissance plus 50. Okay? Et vous essayez de voir, du coup, ce que ça pourrait donner en changeant de puissance. S'il y en a un, c'est 10 puissance moins 45 et l'autre 10 puissance 50, ben c'est 10 puissance 50 qui l'emporte, entre guillemets. Mais ça, pour le savoir, ben on va utiliser les techniques pour lever des formes indéterminées. Okay? Donc vous voyez que là, la technique de la croissance comparée, elle arrive seulement quand il y a une forme indéterminée. Sinon, on calcule la limite normale. Okay? Donc là, on revoit les asymptotes ici. Donc, nous, ici, on a une nouvelle asymptote. Okay? Là, il ne nous la demande pas, mais on la voit et on profite pour le dire. Hop, si vous le voyez, bon, stylé de le dire. Hein. J'avoue que quand même, si y en a un d'entre vous qui a pu le voir, ben, c'est pas mal. Hein. Du coup, bah là, asymptote verticale, asymptote horizontale, pardon, horizontale d'équation, cette fois y égale 0. Donc là, ce serait la barre des, enfin la droite des abscisses qui serait cette droite-là, y égale 0. Ça veut dire, si on avait ça tout à l'heure, bah, ça ferait un truc comme ça, en fait. Probablement qu'elle va être décroissante. Alors, on ne peut pas savoir. Hein. Ça pourrait être comme ça. Hein. Okay, ça pourrait être comme ça. Bon, on verra ça une fois qu'on aura calculé la dérivée, et ça va probablement arriver très vite. Ok, pas de questions sur les limites, ça va? Donc là, on a bien revu, on a revu les asymptotes, les limites. On n'a pas revu de forme indéterminée, mais on a revu le fait que pas de croissance comparée quand il n'y a pas de forme indéterminée. Hein. Ça, attention, parce que là, ça passe vraiment pour quelqu'un qui ne maîtrise pas de quoi il parle. Si vous parlez de croissance comparée ici, on va penser que vous n'avez pas compris. Donc vous n'aurez probablement pas beaucoup de points sur cette question. Ok. Alors, du coup, question suivante, c'est la dérivée. Alors bon, la dérivée, je la calcule pas, hein. Là on nous la donne. C'est une dérivée simple, hein. U sur V, il n'y a pas de fonction composée, c'est bidon. Hein. En vrai, c'est relativement facile, hein. Des limites sans forme indéterminée et une dérivée facile sans fonction composée, voilà, on peut s'estimer heureux. Hein. Donc voilà, ça, essayez-la vous de votre côté. Okay, nous, on va juste utiliser le résultat. Mais bon, elle est très facile à retrouver. N'oubliez pas de factoriser par l'exponentielle. À chaque fois qu'il y a une fonction avec exponentielle, quand vous la dérivez, vous pouvez presque systématiquement factoriser par l'exponentielle. C'est très pratique, ça simplifie, parce que l'exponentielle est toujours positive. Donc, on va le voir maintenant. Ça va nous aider pour le tableau de variation. Ok, donc du coup, je vais reprendre directement la dérivée. Tac, tac. Du coup, on est à la question 3b. Ok, je prends direct la dérivée, je la calcule pas. X plus 2 exponentielle x sur x moins 1 au carré. Alors,
Donc là, dans la question 3b, on nous demande le tableau de variation en justifiant. Si ce n'est pas écrit, il faut justifier quand même. C'est toujours la même chose. De toute façon, vous voyez, là, si je reprends un peu où on en est, par rapport à notre exo, on vient de finir les limites. Et là, paf, on passe aux variations. Deuxième bloc. Donc, hop, on nous parle de variation, dérivation, ça va ensemble la plupart du temps. Et du coup, potentiellement, à la suite de quoi, on pourra nous poser les questions de tangente, convexité, optimisation. Ok ? Puis des signes, puis des valeurs particulières, par exemple. Comme on le verra, on fera le TVI, donc on cherchera une valeur particulière de la fonction. Ok, mais on y reviendra. Donc là, du coup, je reviens à mes variations, donc dans le deuxième bloc. Donc pour trouver les variations, une fois qu'on a les dérivées, il faut étudier le signe. Alors, ici, il faut bien mentionner que exponentielle x est strictement positif pour tout x, donc tout le temps. Ok ? C'est toujours positif. En maths, toujours, ça se dit pour tout x appartenant à l'intervalle concerné. Donc ici, c'est R, mais nous, on s'en fiche. Nous, on veut même, du coup, en particulier, nous, c'est pas R qui nous intéresse, c'est moins l'infini 1. Ok ? Pareil pour x moins 1 au carré. Ça, c'est strictement positif. Pas ou égal à 0, attention. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Et puis, pour que ça fasse 0, il faudrait prendre le 1. C'est bien une valeur qu'on ne prend pas. Donc, c'est strictement positif. Du coup, le signe de f', le signe de la dérivée, il va dépendre seulement du x plus 2. Pourquoi seulement du x plus 2 ? Parce que là, on va multiplier par exponentielle et diviser par le carré. Si on multiplie et divise par des nombres positifs, ça ne change pas le signe. Si vous avez moins 2 et que vous faites fois 2, ça donnera un nombre négatif. Si vous divisez par 2, par 4, ça redonnera un nombre négatif. Ça reste négatif. En revanche, si je divise ou multiplie par un nombre négatif, ça change le signe. Ok ? Donc, quand c'est tout positif, on peut ne pas s'intéresser à ces parties-là pour étudier le signe parce que ça ne changera rien. Donc là, ce qui changera, c'est le x plus 2. Le signe de f' va donc dépend du signe de x plus 2. Et donc le signe de x plus 2, comment on fait ? On résout une équation un peu bidon. X moins 2, pardon, j'ai mal recopié là. La dérivée de l'énoncé. Sur l'énoncé, c'est bien écrit moins 2, comme on voit ici. C'est moi qui ai mal recopié là, c'est pas grave. Hop, on se corrige avant le drame. Donc lui, il peut valoir 0, éventuellement, ça ne dérange pas. Dans mon cas, si ça fait 0 au numérateur d'une fraction, pas de souci. Et donc ça veut dire que x doit être plus grand ou égal à 2. Ça veut dire que cette portion-là, elle est positive si je prends des nombres plus grands que 2. Or, nous, on prend des nombres seulement plus petits que 1. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que ça, en fait, ça ne peut jamais être positif. Parce qu'on va prendre des nombres ici plus petits que 1. Quand on va faire moins 2, oui, ce sera toujours négatif. Ok ? Donc, ça, on peut le mentionner sur notre domaine de définition, sur ce qui nous intéresse. Du coup, x plus 2 est strictement négatif. Négatif, ouais. C'est parce que je me suis encore trompé. X moins 2 est strictement négatif. Ok ? Du coup, go, tableau de variation. Oh, ça, c'est dégueu. Attendez, je vais m'appliquer un petit peu. Non, je ne m'applique pas du tout, là. Hop, tac, 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 tac. Hop, on fait bien grand. Donc, l'intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à 1. Et donc, on a dit que f', c'était le signe de ça, et que c'était tout le temps négatif. Ça veut dire que là, c'est un gros moins. Et donc, que la fonction, elle est décroissante. Okay ? Et on a vu que la limite en moins l'infini, ça valait 0. Et la limite en 1, ça valait moins l'infini. All good, tout va bien. Tout a du sens. Alors, j'en profite vite fait là pour vous dire, si jamais vous avez
des résultats qui n'ont pas l'air cohérents, du type, vous avez une fonction qui monte, donc croissante, vers l'infini, vers plus l'infini, vers moins l'infini, pardon. Attendez, je vais vous l'écrire. Si vous avez une fonction là qui monte vers moins l'infini, ça n'a pas de sens. On ne peut pas grandir vers le nombre le plus petit possible. De la même façon, je ne pourrais pas descendre vers plus l'infini. Donc si vous avez des incohérences entre vos limites, vos variations, votre signe, etc., ben, go calculate. Oh, je ne sais pas pourquoi il y a ça là. Hop. Donc là, ah oui, c'était ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, EX divisé par X moins 1. Donc vous voyez, il y a deux morceaux là. Vous voyez qu'il y a deux morceaux. Et nous, on s'intéresse seulement au morceau de gauche. OK? Jusqu'à 1. Où on voit bien que ça plonge à l'infini. Donc c'est bien décroissant. Ça se rapproche de 0 quand on va vers moins l'infini. Et ça descend vers moins l'infini quand on se rapproche de 1. Donc tout est cohérent. Donc là, si vous la tapez à la calculette, vous êtes rassuré quand même. Et si jamais vous aviez trouvé quelque chose de différent, si ben vous, votre limite, vous aviez trouvé plus l'infini parce que vous n'avez pas fait attention au 1 moins qu'on a vu tout à l'heure, ben c'est là que vous pouvez vous en rendre compte, à ce moment-là. Alors, pas de panique, hein. Faut prendre les choses avec calme. Si vous ne trouvez pas votre erreur, mentionnez tranquillement. C'est incohérent car... Voilà. Mais ne barrez pas tout, parce que ça se trouve, l'erreur est minuscule. Comme là, ce serait juste une histoire de... Si vous n'avez pas oublié de faire x plus petit que 1 dans la limite, et que vous étiez tombé sur plus l'infini, ce serait incohérent. Et que vous ne trouvez pas votre erreur, ça ne vous coûtera pas beaucoup. Si vous mettez que vous avez noté l'incohérence, peut-être même qu'ils vous compteront quand même juste, du coup. Vous voyez? Donc, c'est bien à prendre en compte, hein, ça. Faut attention à ne pas tout barrer sur votre feuille et à vouloir tout recommencer. Faites-le au brouillon si vous avez le temps. Vérifiez si vous pouvez changer votre résultat. Si vous êtes satisfait de votre nouvelle réponse, si vous avez réussi à vous corriger, alors vous changez sur votre copie. Mais ne testez pas une nouvelle chose en barrant et en recommençant par-dessus. Non, non, surtout pas. Ok, alors on continue, c'est parfait. Là maintenant on en arrive à la question 4. Et ils nous disent qu'on admet que, la dérivée seconde sur notre domaine de définition vaut ben, ça. Donc là c'est une aubaine, ça veut dire qu'on n'a pas à la calculer. Bon, sinon ce serait pas très dur. Si vous voulez vous entraîner un peu aux dérivées, si vous êtes moyen sur les dérivées, dérivez f' et vérifiez que vous retombez bien sur f seconde. Ici dans l'anal, c'est pas demandé, mais vous comme entraînement, vous pouvez le faire. Ça arrive, hein, on voit des annales où ils demandent aussi de dériver, pour calculer f seconde. Ok? Donc des fois, il faudra même le refaire dans les suites, des fois, il faudra même le refaire dans les probas. Donc dériver, il faut maîtriser à la perfection. Ok, alors je vais vite passer sur la convexité. Donc la convexité, il faut étudier le signe de f seconde. Ok? Donc là, f seconde, alors je vais rapidement le faire. Tac. Donc on est à la question 4a. Du coup, ben, f seconde, on sait déjà que exponentielle x, c'est positif. Ok? Ensuite, on a le trinôme. Le trinôme, comment on fait pour trouver le signe? Eh ben, le signe du trinôme, ça va dépendre du signe de a et des racines. Donc pour ça, il faut qu'on calcule delta. Donc delta, b carré moins 4ac, donc moins 4 au carré moins 4 fois 5 fois 1. Donc ça va faire un truc négatif. 16 moins 20, ça fait moins 4, c'est négatif. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. Tant mieux, ça fait deux trucs de moins à calculer. Je ne sais pas si on met S, non, je pense pas. Pas de racine, donc c'est top. Et du coup, là, on sait que automatiquement, le trinôme est du signe de A, tout le temps. En fait, le trinôme est tout le temps du signe de A, sauf entre les racines. Ok? Alors, A, c'est le A qui est devant le x carré, là. Donc, pour nous, il vaut 1. Donc, il est positif ici.
Donc le trinôme, il sera du signe de A, c'est-à-dire ici, positif. Ok? Donc parfait, le trinôme, là, on l'a réglé. C'est bon. Exponentielle x, on a dit que c'était toujours positif. Ok? Pour tout x. Alors pour tout, vous pouvez aussi le noter comme ça. On va gagner un peu de temps. Pour tout x appartenant au domaine de définition. Hop, j'abrège un peu. Et qu'est-ce qu'il nous restait? Il nous restait x-1 au cube. Alors, x-1 au cube. Alors, on peut le voir comme ça. On a dit que x était plus petit que 1. Parce que le domaine de définition, là, c'est moins l'infini jusqu'à 1. Ça veut dire que x est plus petit que 1. Donc, si je passe le 1 de l'autre côté, ça veut dire que x-1, c'est négatif. Et du coup, quand je mets au cube, ben, la fonction cube, elle est croissante. Donc, ça ne change pas l'inégalité. X cube est croissante. Ok, je le note comme ça. Donc, on trouve bien que x-1 au cube, c'est négatif. Okay, un nombre négatif, de toute façon, au cube, ça reste négatif. Faites-le avec -1 si vous voulez, pour tester. Moins fois moins, ça fait plus, donc un carré est bien toujours positif. Mais si je remultiplie une fois par un nombre négatif, ça rebascule en négatif. Donc ça, c'est le cube. Si on prend un nombre négatif au cube, ça reste négatif. Ok, et bien du coup, là, on se trouve avec... avec quoi? Deux trucs positifs et un truc négatif. Ça veut dire que la dérivée seconde est négative. Ok? Donc, ça, c'est d'après le domaine de définition, hein, c'est ça. Donc, c'est tout le temps vrai. Ok? C'est tout le temps négatif. Ici, c'est pour tout x appartenant au domaine de définition. Ok? Ça veut dire que si je refais un tableau, ça me donnerait... Bon, ouais, on n'a même pas besoin de tableau, mais bon, comme ça on visualise bien. Et puis ça nous permet de faire des rappels. F seconde serait négative, ça veut dire que la dérivée serait décroissante, et donc que la fonction x, la fonction f est concave. Voilà. Ok, nickel. Alors, ensuite, on nous demande l'équation de la tangente. Ça arrive souvent en même temps que la convexité. Donc, pour rappel, là, regardez un peu où on en est. Donc, on a fait le domaine de définition, les limites, les variations avec les dérivées. Et pas, vous voyez, on descend sur des questions liées à la dérivée. Donc, convexité, on a fait. Là, on va faire la tangente. Vous voyez et du coup, voilà, ça fait un sujet quand même pas mal complet. On a vu qu'après la question 5, ce serait le TVI. Donc ensuite, on viendrait par ici. Donc ça fait quand même un sujet relativement complet. Voilà. Donc l'équation de la tangente, je la redémontre pas. Enfin, je vous donne le résultat tout de suite. Mais pour rappel, la tangente en A, c'est f' de A, x moins A plus f de A. Ok, ça c'est une formule à connaître absolument par cœur. Ok, pas de chichi sur ça. Et du coup, ici, nous, en l'occurrence, ça donne moins 2x moins 1. Alors, il suffit de faire le calcul. Je fais pas le calcul, je le vois en fait où elle est la tangente, elle est là. En fait. Je vous explique juste après, là on va y arriver à cette question, je vous explique juste après pourquoi je sais que la tangente c'est ça. Alors, souvent du coup, vous voyez là les trois questions de la question 4, c'est A, B, C, ça veut dire qu'elles sont quelque part un peu liées. De la même façon que ici, la A et la B c'était lié, on a calculé la dérivée pour avoir le tableau de variation. Ça va ensemble. C'est pour ça qu'il la décompose en petit a, petit b. Là pareil, tout concerne la dérivée seconde. La convexité et la tangente, on fait séparer, et la convexité nous indique une information par rapport aux tangentes. Alors, c'est quoi? Une fonction convexe. Ok? Pour rappel, elle est sous cette forme-là, c'est-à-dire plutôt en creux. Une fonction concave, elle est plutôt en bosse. Okay, elle a plutôt tendance à faire comme ça, comme le C. Du coup, si on a nos tangentes, je vais faire d'une autre couleur pour qu'on y voit quelque chose. Les tangentes, vous voyez, elles sont...
Blablabla. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ok, alors je vais recommencer. CTRL Z, il n'est pas passé. Donc je disais comme ça, si on fait les tangentes, bah, les tangentes, elles vont être comment par rapport à la courbe? Bah, dans le cas convexe, on voit qu'elles sont en dessous. Okay, la tangente, elle est bien en dessous là. Et dans le cas concave, elle est au-dessus. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs de la fonction f, dans le cas concave, qui est le nôtre, les valeurs de f, elles seront toujours plus petites que les valeurs de la tangente. Pardon. Plus petites que les valeurs de la tangente. Ça veut dire quoi si je remplace f par son écriture? Ça fait ça. Moins 2x moins 1. Ok? Ça, c'est parce que CF est... Donc la courbe de f est en dessous. Et en dessous, oui. De la tangente. Et ça se traduit par... les valeurs de la fonction sont plus petites que les valeurs de la tangente. Ok? Et du coup, ben... oh, il faut que je prenne une autre feuille. Oh, ouais. Attends, il faut que... J'avais pas prévu ça. Tac. Il faut juste que j'enregistre celui-là en mode 1. Ok. Non, ça marche pas. Je vais juste faire 1 comme ça. Hop. Comme ça, je vais le fermer. Sorry. Je vais prendre une autre feuille. Je suis arrivé en bas de ma page. Oh, ça fait une petite pause, hein, ça fait pas de mal, non? Là, ça envoie là. Hein. C'est bien, j'espère que vous suivez. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mentionner. Tac. Donc, du coup, je vais pouvoir aller rouvrir l'autre également. Tac. Comme ça, on se rappellera des valeurs qu'on a calculées. Donc là, on en était... Tac. On en était où? Tac, tac, tac. Hop. Hop. On avait... Ouais, ça. Ok. Hop. On en était resté, nous, à exponentielle x et moins 1 est plus petit que sa tangente. Et donc, ça vous a peut-être laissé le temps de voir comment faire. Là, on va multiplier par x moins 1 des deux côtés. Donc là, je ne l'ai plus. Moins 2x moins 1 fois x moins 1. Et là, attention, on change l'ordre parce qu'on a dit que x moins 1, c'était négatif. Et si on multiplie par un nombre négatif, bah, ça change l'ordre. Ok? Et voilà, on retrouve bien notre équation. Alors ça, j'ai pris du temps parce qu'en fait, c'est quelque chose d'hyper classique. Franchement, ça arrive très souvent avec la convexité. C'est l'application principale de la convexité qu'on vous fait faire. C'est en déduire une inégalité. Okay, à partir de l'équation avec la tangente. Et du coup, à chaque fois, on peut observer la tangente, vous voyez, dans l'inégalité. Et là, je savais que c'était ça parce que le x-1, il est là. Donc, je savais que ça allait y rester l'exponentielle x. Donc, forcément, le x-1, on allait le passer de l'autre côté. Là, vous voyez, si je divise par exponentielle par x-1, ça me retombe bien sur f. Voilà. Bon, ça, avec l'expérience, vous pouvez le voir et gagner un sacré paquet de temps. Et au moins être sûr que vos réponses sont justes. Allez, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir du coup passer au TVI. Donc la partie voilà, qui nous intéresse. Alors du coup, là je vais vous refaire le tableau de variation pour qu'on comprenne bien. Je vais le recopier ici. Tac, tac, on avait ça. Ça faisait une... Oula. Ça descendait tout le temps de 0 jusqu'à moins l'infini. Alors attention, je ne sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, là il faut bien préciser la valeur interdite dans le tableau, je ne suis pas sûr de l'avoir fait tout à l'heure. Donc voilà, il faut bien y penser parce que voilà, c'est important de mentionner et qu'on puisse voir dès le tableau de variation que 1, on ne peut pas le prendre. Sous-entendu, si on ne met pas cette double barre, ça veut dire que si, on peut le prendre. Ok, alors là, maintenant on s'intéresse à savoir si, à montrer que l'équation f de x égale
moins 2 admet une unique solution. Ça veut dire quoi? Une solution, une unique solution, ça veut dire qu'il y a un seul x possible pour lequel, si je calcule f, donc f c'est ça, je peux remplacer x par une valeur, et une seule, et pour laquelle ça me donnera moins 2, le calcul. Ok? Et c'est ça qu'on veut montrer. Alors, essayons de comprendre pourquoi ça marche. Pourquoi il y a une unique solution. Ok? Donc, cette solution, en général, on l'appellera alpha. Donc, si on remplace le x par alpha, qu'on va chercher à déterminer, approcher en tout cas, ben, ça nous donnera moins 2. Alors, ça, c'est important. C'est pour avoir des valeurs particulières de la fonction. Est-ce que la fonction atteindra cette valeur à un moment ou pas? Et après, on va chercher pour quelle valeur ce sera le cas. Ok? Mais si elle ne l'atteint jamais, bah, ça ne sert à rien d'aller chercher la valeur pour laquelle elle l'atteint, qui n'existe pas. Donc le TVI et le corollaire, ça va nous permettre d'être sûr qu'il y ait au moins une solution pour le TVI et une seule pour le corollaire. Et c'est ça qui va être utile. Alors, nous, dans nos exemples, encore une fois, on se dit, ouais, on peut la chercher et puis voilà, ça ne nous prendrait pas longtemps. Oui, mais rassurez, enfin, restez conscient que les fonctions qu'on nous donne, elles sont relativement simples. Toutes les fonctions qu'on étudie, elles sont simples. Donc, c'est relativement facile à étudier. Mais pour des cas plus complexes, c'est bien pratique. Ok, alors en gros, ça veut dire, est-ce que la fonction, elle va valoir moins 2 à un moment? Bah, la fonction, c'est cette ligne-là. Est-ce que à un moment de son parcours, là, la flèche, ça représente son parcours, est-ce qu'à un moment, elle va toucher moins 2? Bah, sachant qu'elle commence à 0 et qu'elle va descendre jusqu'au plus petit nombre possible, bah oui, à un moment donné, elle va valoir moins 2. On ne sait pas où, peut-être là, j'en sais rien, de toute façon on s'en fiche. Mais c'est juste qu'on sait qu'en descendant à partir de 0 vers moins l'infini, bah, au bout d'un moment, on traversera le moins 2. Et pour cette valeur-là, pour laquelle ce sera le cas, on va l'appeler alpha. Et comment on peut être sûr, en fait, bah, qu'est-ce qui nous donne l'indication que c'est sûr qu'on aura une solution? Et c'est là qu'on aura besoin des 3 conditions. Bah, premièrement, il faut être sûr qu'il n'y a pas de trou dans la fonction. Parce que là, on a supposé dans mon explication qu'on descendait de 0 à moins l'infini sans s'arrêter. Mais imaginez, c'était comme ça. Et que là, il y avait, je sais pas moi, une valeur interdite par exemple. Ok? Ou juste un trou. Voilà, on ne prend pas cette valeur. Bah, du coup, on ne peut pas être sûr qu'on y passera par moins 2. Donc en fait, il faut être sûr que toute la portion concernée n'a pas de trou. Okay? S'il y a un trou, bah, on n'est pas sûr de passer par moins 2 qu'on pourrait sauter. C'est comme les marches d'un escalier. Ou imaginez un ascenseur qui descend de 0 dans les étages négatifs. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme, par exemple, sur Netflix. Bah, imaginez la plateforme qui descend dans les étages hyper négatifs, là. Et ben, du coup, je me perds avec mes références Netflix. Quand on pourrait sauter un étage. On pourrait dire, bah non, on ne s'arrête plus à tel étage. Et donc, par exemple, la plateforme ne s'arrête pas à l'étage moins 2, elle fait le 0, elle fait le moins 1, et elle passe direct au moins 3. Ou l'ascenseur. Il pourrait y avoir un étage qui est fermé au public, par exemple. Donc l'ascenseur n'y accède pas. Ok? Mais bon, du coup, ce qu'il faut, nous, et ce sera tout le temps le cas quand on veut appliquer, il faut que ce soit, du coup, continu, donc qu'il n'y ait pas de trou. Donc ça, c'est la première condition. Il faut que ce soit continu. Et là, il faut bien préciser, continu sur l'intervalle qu'on regarde. Okay? L'intervalle qui nous intéresse. Et ça, il est donné dans l'énoncé. Il est là. Alors ça, c'est pas la bonne question, mais c'est le même intervalle. Il est là, pardon. Ok? Du coup, ben, on nous dit de regarder là-dessus. Donc c'est là-dessus qu'on va chercher si c'est continu. Ok? Puis, qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Ben, on a besoin d'être sûr que, par exemple, si j'avais regardé quand est-ce que f de x égale 3, ben, là, on ne peut pas voir, tu vois. Là, on sait que du coup, on ne vaudra pas 3 parce que 3, il est... Enfin, si on démarre à 0 et qu'on descend,
on n'ira jamais au 3e étage. Du coup, ben, là, on ne peut pas, en fait, passer par le 3. Du coup, ben, ce qu'on a besoin, c'est d'être sûr que le -2, là, il est bien sur le trajet de la fonction, entre guillemets. Ouais. Et du coup, faut dire absolument que le -2, il appartient au trajet de la fonction. Donc de 0 à moins l'infini. Ok? Et puis du coup, ça nous indique, si je m'arrête là, seulement qu'on est sûr que ça passera au moins une fois par -2. Mais en soi, ça pourrait passer plus. Si j'avais un truc comme ça descendait, elle fait des variations plusieurs fois, donc elle descend, elle remonte, puis elle redescend. Bah du coup, le -2, on l'aura 2 fois cette fois. Mais ça, c'est juste le TVI. C'est qu'on est sûr que ça passera au moins une fois. Si je veux aller d'ici à ici sans lever le stylo, ben, je serai obligé à un moment de traverser cette ligne. Je ne peux pas faire autrement. Ce que je sais, c'est que je la traverserai une fois au moins. Et si je veux être sûr de la traverser qu'une seule fois, ben, dans ces cas-là, il faut que je passe qu'une seule fois par la ligne. Ok? Et que j'aille en une fois jusqu'au point. Que je repasse pas par la ligne. Et ça, du coup, c'est la 3e condition qui va servir au corollaire. Donc ça, c'est le TVI tout seul, le théorème des valeurs intermédiaires, qui dit qu'il y a au moins une solution, donc on peut se lancer. Et si en plus elle est strictement croissante ou décroissante, strictement monotone, alors ici décroissante, et ben du coup on est sûr qu'on n'y passera qu'une seule fois parce qu'on remontera jamais. Donc pareil sur l'intervalle de d'habitude. Tac. Sur toute cette portion-là, la fonction est décroissante. Donc voilà les 3 critères qu'il faut mentionner. Alors je rajouterai un petit truc. Pour justifier la continuité, 9 fois sur 10, c'est quart dérivable. Okay, la plupart du temps, nos fonctions elles seront dérivables pour qu'on puisse calculer la dérivée, etc. Et toute fonction dérivable est continue. Ok, sur l'intervalle considéré. Ok. Donc voilà ce qu'il faut dire. Vous voyez, c'est pas long, hein. Ça se justifie en pas longtemps. Continue quart dérivable sur tel intervalle. Dire que le nombre qu'on regarde, ben, il appartient bien, il est bien sur le chemin de la fonction. Donc il est bien compris entre la plus haute valeur et la plus basse, bien sur son chemin. Et si c'est strictement décroissant ou croissant, on est sûr que ça passera qu'une seule fois. Et voilà. Et donc on mentionne tout ça. Donc, d'après le corollaire, donc si on va jusque-là, il faut rajouter le corollaire. Ok. Donc il faut les 3 hein, pour le corollaire, bien sûr. Le corollaire, c'est le TVI plus la monotonie. Et donc, là, on peut dire, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou théorème de la bijection, on appelle ça aussi, ok. D'après le corollaire, alors moi je vais écrire TVI pour théorème des valeurs intermédiaires. Vous, au bac, il faut écrire théorème des valeurs intermédiaires, ok. Ça fait un peu plus sérieux et moins bâclé, disons. Ça fait propre. Donc d'après le corollaire du TVI, l'équation f de x égale -2 admet une unique solution. Unique solution. Et voilà. Donc en fait, le TVI, faut juste faire l'effort une fois de le comprendre. Donc je vais effacer tout mon bordel, là c'est dégueulasse. Faut juste comprendre le principe. Pourquoi on est sûr que ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Voilà, faut faire l'effort une fois de le comprendre en profondeur. Comprendre ce qu'il veut dire. Et du coup, ben, si vous savez ce qu'il veut dire, ben, c'est beaucoup plus facile à le retenir que si c'est juste une succession de mots qui n'ont plus vraiment de sens en fait. Et du coup, ben, c'est plus dur à retenir, forcément. Bon, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. J'imagine que c'est suffisamment clair pour tout le monde. N'hésitez pas, hein, je fais une pause, coupez-moi, je fais une pause et je regarde hein, si vous avez des questions.
Ok, et enfin, pour finir, du coup, cette valeur alpha, là, vous voyez bien que ça, faudrait soit résoudre l'équation pour la trouver, mais résoudre ce genre d'équation, c'est difficile, ok, parce que du coup, on aurait besoin du logarithme pour enlever enfin, pour faire tomber le alpha de l'exponentielle, donc pour l'isoler. Mais du coup, on aurait du ln de alpha aussi. Et donc finalement, on s'en sortira difficilement. Du coup, ben là, avec nos techniques classiques, nous, on ne sait pas vraiment résoudre ce genre d'équation. Mais du coup, on ne nous le demande pas. Ok. On ne va pas nous demander de la résoudre. On vérifie juste qu'il y ait bien une solution. Et puis du coup, on va l'encadrer. Donc on va essayer d'avoir une valeur approchée. Alors, pour ça, donc là, c'est la dernière question. Pour avoir une valeur approchée, donc on va l'encadrer. Bah ça, il faut utiliser la calculette. Ok. Donc, il faut utiliser le mode table de valeur. Donc, vous rentrez la fonction et dans les paramètres, ben, faut juste être un peu intelligent. Intelligent. Faut juste viser correctement le euh, voilà l'intervalle que vous allez regarder. Ok. Donc, quand est-ce que la fonction peut valoir moins 2? Bah, euh, on a vu que je crois qu'on a calculé quelque chose. Ouais, on peut voir une valeur particulière, par exemple en 0. Ok. En 0, c'est facile à calculer, ça fait exponentielle de 0, bah, ça fait 1 sur 0 moins 1 sur moins 1. Donc ça fait 1 divisé par moins 1, donc moins 1. Donc on sait déjà qu'en 0, par exemple, euh, ça vaut moins 1. Donc 0, il serait là. Alors je vais le décaler un peu. C'est relou qu'il soit si proche. Là, il y a moins 2. Hop. Donc si je le calcule en 0, là, j'obtiens moins 1. Donc on peut déjà commencer vers 0 et puis aller voir. Okay, en se rapprochant de 1. Donc on peut déjà mettre entre 0 et 1. À quel moment elle va passer entre ou quel moment elle enjambe le moins 2. Une fois qu'on l'a trouvé, alors ici en l'occurrence de mémoire, c'était entre 0,3 et 0,4. Ok, on trouve qu'il y a le changement. Donc après, on affine. On le fait de plus en plus petit. Donc d'abord, on fait à l'unité, si on veut, ou ici au dixième. Et ensuite, vu qu'il nous le demande à 10 moins 2, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Ensuite, on met un intervalle de 0,30 à 0,40. Et on regarde entre quoi et quoi ça passe par exemple, moins 1,9 à moins 2,1. À quel moment? Ok. Et ben ça, il se trouve, la réponse, c'est entre 0... Je crois que c'était 0... Bah, attendez, je vais regarder en même temps. Vous pouvez essayer de le faire, vous, à la calculette. Checkez un coup si vous savez faire. Parce que ça, c'est une question... ça ne demande pas de connaissances particulières. Il faut juste savoir utiliser la calculette, en fait. Donc, ce serait trop dommage de rater ce genre de questions. Ça, c'est vraiment questions, des questions données, quoi. 7, donc start, on a dit qu'on peut commencer à 0,3. Et donc, on va se balader donc jusqu'à 0,4. Le step, ça va être de 0,01. Okay, donc, on lance le truc et on voit que à 0,31, si x égale 0,31, ça me donne f de x qui vaut moins 1,975. Et quand je prends x égale 0,32, ça me donne la fonction qui vaut moins 2,025. Ça veut dire que la fonction, elle va valoir moins 2 si je prends un nombre entre 0,31 et 0,32. Ça veut dire que alpha, le nombre pour lequel, le x pour lequel la fonction vaut moins 2, il faut le choisir entre 0,31 et 0,32. Ok, puis on peut affiner. Là, il nous demande seulement à 10 moins 2, donc deux chiffres après la virgule. Et voilà pour cette annale. Donc c'est pas mal, non? Je trouve que voilà, c'est une annale complète. On a vu pas mal de trucs.
Donc c'est intéressant. Là, ça permet de bien voir aussi comment sont structurés les exos. Et ça, c'est hyper important parce que si vous savez qu'avec la convexité, il y a une histoire de tangente au-dessus, en dessous, et que du coup, il y aura une inégalité, ben, ça, enfin, une fois que vous voyez f seconde, vous savez exactement les questions qu'il va y avoir par la suite. Et donc, si elles sont posées un peu bizarres, parce que la convexité, on aurait pu vous la poser d'un air, bah là, c'est pas le cas, mais il y a pas de point d'inflexion, mais on aurait pu vous dire, euh, la courbe admet-elle un point d'inflexion? Voilà une autre façon de poser la question d'étudier la convexité. Mais du coup, si vous savez qu'elles arrivent à peu près dans cet ordre, que tout ça fonctionne de cette façon, que la structure de l'exercice, vous l'avez en tête, bah vous allez moins être surpris par des questions posées différemment, disons. Euh, ok. Voilà. Bah écoutez, je vais passer à la suite. Du coup, là, j'ai sélectionné une autre annale. Non, c'est celle-là que je voulais vous faire faire. Donc, il nous reste une petite vingtaine de minutes. On va la parcourir. Donc là, je vais m'intéresser essentiellement aux questions liées au TVI, liées à la valeur alpha. Ok. Donc, cette annale, je l'ai écrit là, donc je l'avais donné en contrôle de rattrapage. C'est Nouvelle-Calédonie 2013, donc c'est encore le bac S. Donc on pourrait se dire oui, mais ça a changé maintenant. Mais en fait, si je l'ai sélectionné, c'est que c'est un truc classique. Euh, et relativement, en fait, disons, on l'utilise plusieurs fois là, le alpha, et comme ça fait un exo complet sur ça. Il y a des manières de l'utiliser plus dures. Je vous recommanderai après l'autre anal là, où, où pour le coup, c'est un peu plus complexe. Mais on la traitera pas. Je vous la laisserai pour la voir. Ok. Alors toujours pas de questions. N'hésitez pas si jamais vous en avez. Euh, tac. Je sais pas. Tac tac. Alors je vais juste regarder quelque chose. Je fais une petite pause. Hein. Vous m'en voulez pas. Vous aussi vous pouvez prendre une pause. Ça fera pas de mal. Et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Encore une fois. Ok. Allez, encore un peu. 20 petites minutes, courage. Je sais que c'est pas facile, hein, mais là, en vrai, c'est une sacrée séance de révision. Hein. Je sais pas si vous réalisez, mais là, on revoit énormément de choses en une fois. Donc, je pense que c'est pas mal, là, dans le cadre de la préparation du bac blanc. Et puis du bac en général aussi. Parce que tout ce que vous faites là, ben, ce sera moins à faire pour réviser le vrai bac. Donc c'est toujours du temps de gagner. Ok, alors bah écoutez, là, bon, j'avoue que là, on n'aura fait que des exponentielles. Bon, c'est pas mal parce qu'on aura fait, a priori, vous avez beaucoup fait tous des exos avec logarithme. Parce que du coup, c'est la nouvelle fonction de cette année. Donc là, c'est pas mal de refaire des annales avec l'exponentielle pour bien rappeler les trucs de l'exponentielle. Vous, si vous en refaites une, celle que je vous conseillerais d'ailleurs, elles sont avec des logarithmes, donc ce sera pas mal si vous voulez aller un peu plus loin et vous entraîner encore pour revoir le logarithme. Vous pourrez utiliser celle que je vous laisserai à la fin. Ok, alors ici, bon, ben, on a une fonction f définie encore. Bon, bah voilà, cette fois on a un domaine de définition un peu plus classique, disons. Voilà, on prend que les positifs, pas 0. Pourquoi pas 0? Bah, parce qu'on divise par x. Donc évidemment, on ne peut pas prendre x égale 0, mais encore une fois, cette fonction, elle est. Mais là, ils ont choisi de nous faire prendre qu'un seul bout. Okay, donc attention, encore une fois, à ne pas l'étudier sur R étoile. Okay, parce que du coup, vous allez faire en trop. Et peut-être que ça va être plus dur, ça va être chiant. Du coup, vous allez vous rajouter du stress et de la galère
parce que vous n'aurez pas vu le domaine de définition. Donc mentionnez-le bien, enfin gardez-le bien en tête, et du coup comme ça on peut voir ce qui se passe. Ok, donc vous voyez là, il y a étude d'une fonction auxiliaire, donc ça c'est très classique. On va commencer non pas par étudier f, mais par une autre fonction g, et ensuite en partie b, on étudie la fonction f en s'aidant de la fonction g. Vous voyez là dans la question 2, on refait intervenir g. Donc ça aussi c'est très classique, c'est que l'étude de la fonction directement est complexe. Du coup on passe par une suite auxiliaire, on appelle ça, une suite annexe, une fonction, pardon, qui va nous permettre de mieux étudier la fonction f. Alors du coup on s'intéresse à cette fonction g là d'abord, donc la f on peut la laisser tomber, hein. Toute la partie a c'est l'étude d'une fonction auxiliaire g, donc la f on peut l'oublier. Donc on voit qu'ici c'est le même domaine de définition, sauf qu'on rajoute 0, bah oui parce qu'il n'y a plus de division, donc on peut diviser, on peut remplacer les x par 0, il n'y aura pas de division par 0. Alors, étudier le sens de variation de g. Alors là, ils sont cash direct, ils nous disent pas calculer g' et machin. Mais ça va, on le sait. Ok. Et c'est que là, c'est relativement facile à faire. Donc, du coup, ils vont pas détailler trop cette question-là. Hop, je sépare un coup. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est calculer g' dans la question 1. Donc, je le fais rapidement. Je vous donne déjà la réponse. Ça donne du coup x exponentielle x fois 2 plus x. Ok. Donc, je vous laisse le retrouver. C'est du u fois v. Le moins 1, quand on va dériver, ça va se supprimer. Donc, c'est du u fois v plus w. Donc, ça va donner u'v plus uv'. Et c'est tout. Okay. Le w' donnera 0. Voilà, donc pareil, j'insiste pas sur les dérivés parce que c'est vraiment du classique. Ça, refaites-le vous-même et essayez de bien la retrouver et vérifier que vous savez faire. Du coup, pour avoir les variations, il va falloir étudier le signe. Alors là, encore une fois, ils nous ont donné comme domaine de définition les nombres positifs. Donc ça, c'est le domaine de définition de G, ou qu'on peut noter R+, les réels positifs, incluant 0. Et ça veut dire que x, là, forcément, il va être positif. Parce qu'on regarde que les nombres positifs, nous. Donc, si je rends x, c'est le nombre lui-même, donc il sera forcément positif. Ou nul ici, parce qu'on a le droit de prendre le 0 pour g. Ici, ça, c'est strictement positif tout le temps, donc pas de problème. Et ça, si x est positif et je fais plus 2, ce sera positif aussi du coup. Ok. Et ça ne pourra pas valoir 0, parce que x, sa plus petite valeur, c'est 0. Donc au minimum, ça vaut 2. Donc voilà. Donc du coup, ça nous donne un tableau de variation relativement simple, comme tout à l'heure. De 0 à plus l'infini. La dérivée, elle est positive, et donc la fonction, elle est croissante. Alors là, c'est pas demandé, mais c'est nécessaire de donner les limites ou les valeurs de la fonction aux bornes du domaine de définition, donc en 0 et en plus l'infini. Okay. Donc ici, vu qu'on prend 0, ce ne sera pas une limite, on peut calculer g en 0, donc on peut calculer g de 0. Okay. Donc g de 0, attention, il ne faut pas prendre g', il faut bien prendre g. Donc g de 0, si ici je remplace le x par 0, ça va me faire 0, moins 1, donc moins 1. Donc ici, moins 1. Et en plus l'infini, c'est une limite pour le coup, mais c'est une limite facile. Il n'y a encore une fois pas de forme indéterminée. La limite de ça, c'est plus l'infini en plus l'infini. C'est plus l'infini fois plus l'infini moins 1. Bon, ça fait plus l'infini. C'est encore une fois cohérent. On part de moins 1 et on monte vers plus l'infini, ça a du sens. Si, pour une raison ou pour une autre, vous aviez trouvé moins l'infini, vous savez qu'il y a une erreur quelque part. Ok. Donc là, c'est parfait. Là, on imagine bien que là, on voit notre situation
idéal pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, il y a de fortes chances que là, il nous le fasse utiliser. C'est trop beau là pour pas l'utiliser. Ok. Donc, voilà, on a le tableau de variation. Et maintenant, bingo, direct, TVI. Enfin, corollaire. Démontrer qu'il existe un unique réel alpha appartenant à ça, donc c'est-à-dire bien sur notre domaine de définition à nous, la valeur de alpha c'est un x, hein, donc il est bien là-dedans, qu'il existe bien donc un réel ici, de sorte à ce que la fonction s'annule. C'est-à-dire que si je prends mon alpha, bah, ça veut dire que pour cette valeur, la fonction vaut 0. Ok? Ben, comme tout à l'heure, là on voit que oui, parce qu'on va monter, on démarre de moins 1 et on monte vers l'infini. Forcément qu'on va passer par 0. Ok? Ben, c'est ça en fait. Il faut dire justement ce que je viens de dire à l'oral, qu'on monte de moins 1 à plus l'infini. Tout ça, on va le dire. Ok? Donc là, pareil, qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, qu'elle est continue. Il n'y a pas de trou. Parce que sinon, s'il y avait un trou, encore une fois, peut-être que je le sautais là, le 0. Ok? Donc s'il n'y a pas de trou, c'est bien qu'elle est continue. Sur du coup l'intervalle qui nous considère, à chaque fois c'est l'intervalle, c'est les valeurs de x ici qu'on regarde. Donc 0 inclus plus l'infini. Donc g elle est bien continue. Pourquoi? Car elle est dérivable, vu qu'on l'a dérivée juste avant. Ok? Sur, pareil, l'intervalle qu'on regarde. Si elle est dérivable, alors elle est continue. Toujours. Ok? Et puis bon, c'est bien dit dans l'énoncé hein, qu'elle est dérivable. Ok, donc ça c'est la première chose à dire. La deuxième, nous on cherche à savoir si g vaut 0. Bah pour ça, il faut que 0 il soit bien sur le chemin de la fonction. C'est-à-dire qu'il soit bien entre le plus petit possible et le plus grand. Entre, est-ce qu'il y est bien? Bah oui, du coup je vais y passer. Donc 0 il est bien compris entre moins 1 et plus l'infini. Donc ça c'est top. Et du coup, on voit bien avec le tableau de variation qu'elle est strictement croissante. Donc on y passera une seule fois. Ok? Bon, donc strictement croissante, pareil sur l'intervalle qu'on regarde. Pour tous les x pris là-dedans, la fonction monte, est croissante. Donc, d'après le corollaire, alors là je l'écris un peu vite, vous faut faire une jolie phrase, d'après corollaire, TVI, blablabla. Unique solution. Ok? Qu'on appelle alpha. Parfait. Donc là, pareil, il nous demande de démontrer que alpha appartient à cet intervalle. Donc là, vous voyez, c'est juste qu'on voudra une approximation à 10 moins 3. Voilà. Bon, c'est pareil, il faut juste se prendre un tout petit peu plus de temps, mais c'est le même procédé. Donc voilà, là, il nous le donne en plus, donc si vous n'y arrivez pas, bah, voilà, c'est là. Ensuite, on va nous demander de montrer des choses à partir de ce alpha. Alors c'est parti, là on va en avoir pas mal. On va réutiliser alpha ici, ici et ici. Okay, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, la première chose à démontrer, c'est cette égalité-là. Bah, pour ça, il faut se rappeler, c'est quoi alpha? Alpha, c'est quand g vaut 0. Bah, du coup, je vais remplacer le alpha ici. Ok? Et je sais que ça me fera 0. Donc c'est parti. Ça donne quoi? G de alpha égale 0, ça veut dire que alpha au carré exponentielle de alpha moins 1 égale 0. Ok? Et donc, ensuite, on regarde quelle égalité ils veulent nous faire montrer. Mais c'est ça qu'on va utiliser tout le temps. Ok? Le alpha, qu'est-ce qu'on sait sur alpha? Juste ça, en fait. Que la fonction vaut 0. Donc, on l'écrit en ce point-là. Et là, il nous demande d'isoler le exponentiel alpha. Donc, on passe l'un de l'autre côté, devient moins 1. Et on divise par alpha carré. Et ça nous donne ça. Notre égalité. Ok. Ensuite, il nous demande le signe de G. Alors, le signe de G, c'est très classique. Après le montrer que
En fait, quand on utilise le corollaire pour montrer qu'il y a une unique solution au égal 0, ça veut dire que d'un côté on est positif, d'un côté on est négatif. Alors je m'explique. Regardez ici. On nous fait chercher au moment où elle vaut 0. Bah là on voit bien que d'un côté la fonction est négative et d'un autre elle est positive. 0, ça va être le moment de bascule en fait. Et du coup, ça va nous permettre directement de déterminer le signe en fonction de alpha. On sait que sur la portion avant alpha, elle est négative. Et sur la portion après alpha, elle est positive. Elle va de 0 à plus l'infini. Ok? Ça va toujours? Du coup, c'est ça la question 3. On va pouvoir dire que ici, G est négative. Là, elle vaut 0. Et après, elle est positive. Pourquoi? Parce qu'elle est strictement croissante. Ok? Donc c'est ça qu'on va utiliser. En fait, on va pouvoir trouver le signe de la fonction en fonction de alpha. Ok? Donc ça on ne le fait pas si tout à l'heure dans l'autre anal, c'était égal à moins 2 qu'on nous demandait. Égal à moins 2, du coup, on peut, avant et après, on sera négatif dans tous les cas. Ok? Alors que 0, avant 0 et après 0, du coup, on switch entre positif et négatif. Parfait. Du coup, pour la suite là, donc encore une fois, classique, des limites. Alors, je ne vais pas les faire non plus. Je vous laisse essayer de les retrouver, mais elles sont vraiment pas dures. Là, il n'y a pas non plus de forme indéterminée, donc c'est facile. En 0, le problème, il est là, et ça sera l'infini. Et en plus l'infini, c'est ici que ça va gérer. Ça tendra vers plus l'infini, et l'autre vers 0. Donc bon, c'est relativement simple. Donc j'insiste pas trop sur ça. Ensuite, la dérivée, pareil, je la calcule pas moi. Il vous la donne là, donc ça veut dire quoi? Égal à g de x sur x carré. Écrivez-vous-le tout de suite pour voir quel est le résultat auquel vous voulez arriver. Ça veut dire que f', c'est g de x. G de x, elle est ici. Donc, c'est égal à x carré exponentielle x moins 1 sur, du coup, x carré. C'est ça qu'il faut montrer. Ok? Et par la suite, on utilisera, du coup, que c'est égal à ça. Et du coup, là, quand on va nous demander les variations, on n'aura pas à étudier le signe de ça, mais le signe de ça, qui est déjà fait, en fait. Le signe de G, signe, ici, il a été trouvé en question juste avant. Question 3 là. En A3. Ok? En question de la partie A3, on a trouvé le signe de G. On a dit que c'était négatif avant alpha, positif après. Ok? Et x carré est toujours positif. Donc ça, pareil, il faut le noter. X carré, c'est toujours positif, strictement ici. Parce que, du coup, pour rappel, f, attention, hein, f, on le prend sur 0 exclu, parce qu'on divise par x. Donc f' aussi, donc on ne peut pas prendre x égale 0. Donc ça, pour tout x, appartenant du coup au domaine de définition, et même tout le temps d'ailleurs. Donc le signe dépend de g. Signe de f', c'est le signe de g. Ok? Et du coup, ça va nous donner que les variations de la fonction, ça va faire quoi? Donc on va de 0 à plus l'infini. Alors 0, on peut le noter, c'est une valeur interdite. F', là, son signe, ça va être comme G, c'est-à-dire négatif avant alpha. Ça vaut 0 à alpha. Et c'est positif après. Ok? Et donc la valeur interdite se prolonge aussi sur F. Et donc elle est décroissante, croissante. Et ici, j'ai F de alpha. Ok? Et là, les deux limites qu'on a calculées. Donc, je vous les note là, plus l'infini et plus l'infini. En question 1 de la partie B. Donc voilà une autre utilisation de alpha, c'est sur l'autre fonction. Ok? Et du coup, en question 4, on va réutiliser alpha. Montrer que la fonction f admet pour minimum ça, le minimum, on l'a noté, il est là. On voit bien.
ça fait comme ça. Le minimum, il est en bas. Donc, il suffit de calculer f de alpha. Donc, f de alpha, ça fait quoi? F, c'était exponentielle x plus 1 sur x. Donc, f de alpha, ça fait ça. Et exponentielle de alpha, on a vu dans la question précédente, c'est 1 sur alpha carré. Donc, ça donne ça. Comme il voulait qu'on le montre. Et ça, il l'appelle petit m comme minimum. En général, c'est petit m pour le minimum, grand m pour le maximum. Voilà. Et du coup, dernière question. Alors celle-là, elle est un peu originale. Donc je vais terminer par ça. Maintenant, on veut essayer d'encadrer ce truc-là qu'on vient de trouver. Et du coup, qu'est-ce qu'on sait? De quelle égalité on peut commencer? Ben, on a vu tout à l'heure plus haut que alpha, il est compris entre, ici, là, 0,703 et 0,704. 0,703 et 0,704. Ok? Et du coup, ben, si on veut 1 sur alpha carré, ben, je vais devoir mettre au carré. Donc 0,703 au carré. 0,704 au carré. Alors là, l'ordre de l'inégalité ne change pas. Attention, mais c'est parce que la fonction x carré est croissante sur l'intervalle qu'on regarde, sur R+. Alors ici, même R+ étoile. Parce que la fonction carré, elle fait comme ça, et elle change en 0. Donc là, elle est croissante, donc quand on applique le carré, ça garde l'ordre. Par contre, au moment où on va passer à 1 sur alpha carré, là, c'est la fonction inverse qu'on applique. Et quand on applique la fonction inverse, qui est décroissante, du coup, ça va changer l'ordre de l'inégalité. Alors, tac. Et l'inégalité, ici, elle change. Je le mets d'une autre couleur. Tac, 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 tac. Car, du coup, 1 sur x est pour le coup décroissante. Et ça, c'est important de le noter quand même, hein, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Enfin, on se demande pourquoi vous faites ça. Alors là, vous voyez, j'ai fait juste 1 sur alpha carré, parce que là, l'astuce, ça va être de le faire en 2 morceaux et d'additionner les 2 inégalités. Je repars de ça, et je le refais une fois pour ce morceau-là. Cette fois, j'aurais juste à prendre l'inverse, pas besoin de mettre au carré. Donc, ça rechange bien l'ordre. 1 sur 0,703 et 1 sur 0,704. Et du coup, on ajoute les deux inégalités, pardon. Et du coup, ça nous donne notre petit m du haut. Donc, on peut ajouter les inégalités, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Ça donne, du coup, en gros, ça donnerait, hop, bah 1 sur 0,703 au carré plus 1 sur 0,703, plus petit que 1 sur alpha carré, plus grand, pardon, plus 1 sur alpha, donc mon petit m. Et ça, pareil, avec l'autre côté de l'égalité, 0,704 au carré plus 0,704. Et voilà. Alors, j'en profite pour mentionner ça, si vous le tapez à la calculette, ici, ils ont fait une petite erreur d'arrondi, c'est 0,400, un truc comme ça qu'on trouve. Donc l'arrondi, c'est 0,44. Ok? Mais en soi, si on est plus grand que 0,44, ben on est forcément plus grand que 0,43. Donc, pas de problème. Ok? Mais vous, quand vous allez le calculer, pas 0, pardon, 3, ça donnerait 3,44 et donc c'est bien plus grand que 3,43. Et celui-là, 3,45. À peu près. Ok? Et voilà. Donc voilà un peu. Là, on a fait un bon mix un peu de tout ça. Donc c'est top là. Je vais vous remontrer un peu tout ce qu'on a fait. Donc je vais enregistrer ça, hop, en mode 2. Et hop, tac tac. Et du coup, je vais rouvrir un Word. Et je vais remettre celui-ci. Hop. Alors, voilà ce qu'on a fait. On a étudié une fonction.
et on a vu tout ce qu'il y avait à faire. Donc nous, on s'est principalement consacré aux limites, aux variations avec les dérivés, un peu de convexité et de tangente. Et du coup, on a fait un focus sur le TVI. Et en particulier, euh, quand ça vaut 0 là sur le dernier exercice, et toutes les utilisations qu'on peut en faire derrière. Okay, donc trouver le signe, okay, comme on l'a fait en question 3A, enfin grand A3, ou bah, l'utiliser pour avoir des égalités diverses. Alors là, on se demande bien à quoi ça peut servir d'avoir que M est compris en 3,43 et 3,45. Mais bon, là, c'est pas la question. Dites-vous qu'ils vous font pratiquer plusieurs techniques pour que vous puissiez gagner en dextérité, et c'est ça le but, quoi. Là, on ne nous dit pas vraiment à quoi ça sert, mais ça sert vraiment. Okay, c'est juste que là, on n'a pas le temps, dans un devoir de bac, de vous contextualiser tout ce qu'on fait. Voilà, bah écoutez, on arrive sur la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne? Est-ce que vous avez des suggestions, des interrogations, des remarques? Bah écoutez, ouais, en tout cas, je vous tiens au courant du coup je vous redis que demain, je referai un live à la même heure, la même durée, 1 h 30, sous à peu près le même format, mais cette fois, on se dédiera aux équadifs et aux primitives là. Voilà, demain, on sera sur cette partie-là. Alors, pas d'intégrale, hein, vous n'avez encore pas vu ça. Demain, on fera un focus sur les équadifs. Ok, on le fera sous le même format, c'est-à-dire que on va faire une carte mentale comme ça pour voir le chapitre en entier et voir voilà qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, encore une fois, je vous invite à tout le temps le faire, ça, à faire la structure de des notions que vous êtes en train d'étudier pour cibler en fait et pour que ça ait du sens, que ça soit un peu plus concret, vivant tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On ne fait pas des calculs juste pour faire des calculs, il y a un vrai sens derrière. Si vous le trouvez, ça vous rendra les choses moins pénibles. Okay, donc je vous recommande fortement de faire ça. Alors pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, je vous conseille, je vous l'écris ici, une annale que vous pouvez faire. Alors, je les avais notées. Il y a celle-ci là, qui est pas mal du tout, avec une belle utilisation de alpha. Cette fois, vous voyez, c'est du f de 1 sur x, ça peut particulièrement perturber. Donc voilà, mais si vous suivez la méthode qu'on vient de faire là, basez-vous sur l'anal qu'on vient de terminer. Et voilà, calmement, c'est pas parce qu'il y a du 1 sur x que ça va être monstrueusement dur, ça va être à peu près la même chose. Vous voyez, on va réutiliser alpha là, et là il y a du ln pour le coup. Alors celle-ci, c'était vu en métropole le jour 1, 2024, pardon. Donc l'anal métropole 2024, jour 1, voilà, celle-ci, elle est sur le même principe. Vous voyez, il y a d'abord une fonction f, puis une fonction g, et on va lier les deux après, de la même façon. C'est juste que là, g et f sont inversés par rapport à l'anal qu'on vient de terminer. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Donc c'est un bon moyen de faire cette anal pour réviser un peu plus, pour travailler ln et pour bien retravailler toutes les notions qu'on a vues là, c'est-à-dire les limites, le sens de variation, les dérivés, la convexité et le TVI et l'application du TVI. Ok, donc je vous recommande fortement de faire cette anal-là pour vérifier que tout est clair. Voilà, bah écoutez, je vois que vous n'avez toujours pas de questions, donc j'ose espérer que ça a été, ça a été clair. Voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez des retours ou quoi à me le dire via Instagram, hein, si vous avez des suggestions. Donc maintenant, vous tiendrai informé pour ceux qui sont pas encore au courant. J'ai fait une page, un compte Insta, donc du même nom que le compte Twitch. Donc juste pour vous indiquer et vous tenir au courant de quand je ferai des lives et de quel type, etc. Voilà, ce sera le principal canal de communication. Donc vous pouvez également me poser des questions à travers ce canal
Et voilà, et des suggestions, si vous voulez que je traite un sujet en particulier, n'hésitez pas non plus. Vous me dites, voilà, ça peut être pertinent, ça peut, voilà. Des fois j'hésite, hein. Au début j'étais parti pour faire les suites demain, mais finalement, bon, suite à un retournement de situation, on va faire plutôt les équatifs. Donc voilà, c'est flexible, le but c'est que ça vous aide, donc n'hésitez pas. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon samedi soir, et puis j'espère vous voir demain pour réviser les équadifs une bonne fois pour toutes. On va commencer sur les équadifs et à la fin, on fera un peu des primitives à la volée. S'il y en a en particulier que vous n'avez pas su faire, bah, n'hésitez pas à les envoyer, à venir les donner dans le chat pour qu'on les voit ensemble en fait, et puis qu'on les corrige ensemble. Ça pourra servir à d'autres. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.